Mercredi et vendredi, au menu de votre magazine, où plusieurs invités pour commenter avec nous l'actualité au Sénégal, en Afrique et dans le monde. Aujourd'hui, notre actualité porte sur la numérisation et la dématérialisation des archives et sur l'élaboration de solutions système de gestion électronique des données, communément appelé GED. Alors, pour parler de tout cela, notre invité est Monsieur Cheikh Ahmadou Bamba Sow, juriste spécialiste des nouvelles technologies de l'information et de la communication. Alors, avec lui, aujourd'hui, nous allons nous pencher sur notre actualité, je vous le disais tantôt, eh bien, sur les nouvelles technologies de l'information et de la communication, ou si vous voulez, sur la numérisation et la dématérialisation des archives. Alors, tout cela avec vous, Monsieur Sow. Bonsoir. Bonsoir, Monsieur Medej. Merci d'avoir accepté notre invitation sur ce 19h-20h. C'est un plaisir partagé. Alors, qui est Monsieur Ahmadou Bamba Sow? Cheikh, voilà. Cher, comme vous voulez le dire. Effectivement, bon, comme vous l'avez si bien dit, je suis spécialiste des TIC, juriste, entrepreneur, et j'évolue dans tout ce qui touche à la numérisation, à l'informatique, voilà. Alors aujourd'hui, vous êtes là pour partager cette expérience et ces acquis eh bien, avec tous les téléspectateurs de Canal Info News. Alors, un peu sur votre cursus peut-être? Bon, ça va, disons que je suis titulaire d'un master en droit, en sciences de l'Université de Toulouse, que j'ai aussi eu à travailler par rapport, ça va bientôt faire 15 ans sur les nouvelles technologies, donc je peux dire que je suis né avec une souris dans la bouche. Ouais. Cela m'a un petit peu permis de vivre des expériences, de faire des projets, d'être à la hauteur de beaucoup de choses que j'ai pu, voilà. Tout à fait. Alors, peut-être aller droit au but, c'est quoi la dématérialisation? La dématérialisation est un terme très simple qui consiste à transférer des supports d'information matériels vers des supports informatiques. C'est comme ça que ça se définit clairement. Bon, pour faire beaucoup plus léger, ce n'est que le transfert du matériel, du document papier ou du film ou du carton ou tout ce que vous voulez vers un support informatique. Vers un support informatique. Alors tout cela avec les nouvelles technologies de l'information, de la communication, eh bien des scanners, des appareils photo, tout ce que vous voulez. Voilà. Et comment ça se passe ça justement? La numérisation bien que la définition est très simple, c'est un processus très complexe. Ouais. Très complexe dans la mesure où cela met en synergie plusieurs astuces, plusieurs techniques qui a une finalité de conservation de mémoire. Vous savez, les archives constituent l'âme de toute structure. Aucune structure ne peut exister sans archives. D'abord parce qu'il y a une obligation légale qui est là, parce que les archives, ce sont des documents émis ou reçus par une entreprise. Ces mêmes documents-là sont régis par des textes qui contraignent une conservation qui doit se faire sur ces derniers. Cette conservation-là doit se faire pour prouver un droit ou une obligation pour une durée déterminée. Passé cette durée, les archives deviendront mortes. Alors, justement, la journée mondiale des archives a été célébrée, je pense, la semaine dernière. Alors, où en est justement la dématérialisation, la numérisation de tout ce que le Sénégal a comme archives? Peut-être vous pouvez nous en dire un peu plus. Bon, vous savez, la dématérialisation, déjà, il faut dire que depuis 2008, le Sénégal a adopté un arsenal juridique, l'ensemble beaucoup de textes réglementaires qui ont fait de telle sorte que la numérisation est devenue accessible. Il y avait un vide juridique en fait, par rapport à ça. Donc, depuis 2008, les documents signés électroniquement, les documents qui bénéficient d'une signature électronique ont la même valeur juridique que les documents papier. Cela dit, c'est un nouveau métier parce qu'en 2008, cela a été... Bon, sur le plan de la loi, cela a été disponible en 2008, mais dès les années 2000, en France et dans d'autres pays, cela se faisait. Cela n'empêche, la numérisation et la dématérialisation est considérée comme un nouveau métier. Donc il y a énormément de travail à faire, aussi bien en Afrique et aussi bien au Sénégal. Alors c'est une occasion pour dire justement à ces jeunes étudiants de tourner vers justement cette nouvelle filière. Bien sûr. Oh mais c'est extraordinaire parce que ça ouvre des opportunités vraiment inimaginables. On ne chôme pas quoi. On ne chôme pas, c'est pas possible. Et puis c'est très lucratif, c'est très payant. Ça lucratif, tout à fait. Parce que en fait, c'est un nouveau métier et qui allie les nouvelles technologies. Donc les nouvelles technologies déjà viennent avec leur lot d'opportunités. Maintenant, les archivistes, bon, vous allez dans beaucoup de sociétés, les archivistes sont même souvent sous-estimés, alors que c'est eux qui gèrent la mémoire de l'entreprise. Oui, tout à fait. Donc c'est comme ça que ça se passe.
cette nouvelle possibilité, celui qui archive des documents a une nouvelle force, un nouveau manteau. Lié aux nouvelles technologies, il ne se fatiguera plus à faire certaines tâches fastidieuses, certaines choses seront beaucoup plus faciles pour lui et cela va lui permettre vraiment de donner un boost à l'entreprise. Tout à fait. Alors, Madame, Messieurs, je vous rappelle que vous suivez toujours le 19h-20h. Alors, avec notre invité, il s'agit de Cheikh Ahmadou Bamba-Sow, juriste spécialiste des nouvelles technologies, de l'information et de la communication. Et bien entendu, aujourd'hui, notre actualité porte sur la numérisation et la dématérialisation des archives et l'élaboration des solutions systèmes de gestion électronique des données. Le 19h-20h, c'est également des sujets. Alors, suivons ce reportage, une présentation de Numérise. Votre société produit chaque jour de larges volumes de documents. Les informations qu'ils contiennent sont la clé de votre succès. Chaque document est lié à des processus différents. Les documents sont créés, transférés, vérifiés, stockés et surtout recherchés à l'infini. Cela demande un temps et des ressources considérables. C'est pourquoi il est intéressant de prendre le temps d'étudier ces processus en détail et de les optimiser. Et c'est là que la GID, Gestion électronique d'information et de documents de l'entreprise, entre en jeu. Avec une GID, vous améliorerez votre service aux clients et aux partenaires et gagnerez du temps et de l'argent. Étudions de plus près un processus commercial, par exemple la vente d'un produit. De la demande du produit et des requêtes potentielles à la commande et la création de la facture, ce processus implique de nombreux documents au format papier et numérique. L'offre actuelle peut être stockée sous forme de fichiers Excel ou Word sur un ordinateur local ou un serveur. Les courriers électroniques échangés avec votre client sont enregistrés sur le serveur Exchange ou Note. La commande est archivée au format papier dans le dossier et la facture est enregistrée dans le programme de comptabilité. Dans ces cas-là, les sociétés qui utilisent un système de GID présentent un avantage indéniable. La GID gère tous les documents que vous accumulez au quotidien et les archive correctement dans une armoire électronique. Tous les employés autorisés peuvent y accéder depuis leur propre poste de travail. En effectuant une recherche par thème d'index prédéfini ou en lançant une recherche plein texte sur l'ensemble des documents, vous avez en quelques secondes un aperçu de l'intégralité du processus. Tous les documents sont clairement affichés dans la liste de résultats et peuvent être ouverts d'un simple clic, et ce, quel que soit leur format, papier, courrier électronique, fichier Word, fax, image ou vidéo. Avec ce système, vous pouvez répondre à toutes les demandes en quelques secondes. Vous gagnez ainsi du temps, à la grande satisfaction de vos clients et partenaires. Toutefois, une GID peut faire bien plus encore. Il vous aidera également à optimiser vos procédures internes, plus communément appelées processus de travail ou workflow. Prenons comme exemple le processus de validation des factures. Sans GID, tous les documents papier sont transférés manuellement et restent en possession d'un employé jusqu'à leur traitement, même en cas d'absence du bureau. Si cette personne établit par la suite que le document ne relève pas de sa responsabilité, elle doit renvoyer la facture et la procédure recommence depuis le début. Avec la GID, le processus de validation des factures ne change pas fondamentalement. Cependant, les factures prêtes à être validées ne sont pas transmises au format papier, mais électroniquement, ce qui signifie qu'elles restent stockées dans l'armoire électronique. Le chef de service peut contrôler la facture depuis n'importe quel poste de travail, même s'il est en déplacement, et l'approuver à l'aide d'un timbre numérique. Pendant ce temps, tous les employés autorisés ont accès aux documents et le statut du processus reste visible à tout moment. Ainsi, ces documents sont suivis dans le processus, ne risquent plus de se perdre et, en raison du traitement rapide, vous pouvez facilement profiter des remises pour paiement anticipé. Ces deux exemples illustrent bien les avantages d'une GID au quotidien. Je suis certain que vous vous demandez comment tous vos documents se retrouvent dans l'armoire électronique. Selon le type de document, le processus de numérisation est partiellement ou totalement automatisé et par là même extrêmement simple. Les documents papier, tels que factures, courriers ou autres anciens imprimés, sont numérisés. Après la numérisation,
Des termes d'index sont affectés à chaque document. De nombreux mots-clés peuvent être automatiquement extraits au cours du processus de numérisation. Si vous devez traiter de grandes quantités de documents, vous pouvez externaliser cette tâche auprès d'un bureau de numérisation externe, par exemple, lors du transfert d'une archive papier complète vers une GID. Les GID de pointe peuvent également être directement intégrés à de nombreux autres logiciels. Les documents, par exemple au format Microsoft Word, sont ensuite stockés dans la GID d'un simple clic, où ils sont automatiquement enregistrés depuis votre logiciel métier. En ce qui concerne les documents déjà au format électronique, tels que les fichiers PDF, CAD ou Word, il vous suffit de les faire glisser-déposer dans l'armoire électronique d'une GID ou d'utiliser un pilote d'impression spécial. Dans le cadre de cette procédure, vous pouvez fournir des mots-clés vous-même en vue de faciliter les recherches futures ou bien utiliser des mécanismes automatisés, par exemple pour les factures sortantes, qui extraient des mots-clés spécifiques directement depuis le document. Voilà, alors c'était là une présentation justement de tout le processus de dématérialisation, de numérisation. Alors, Monsieur Sow, quels sont les avantages et d'abord, quels commentaires faites-vous de ce reportage, de cette présentation? Cette présentation est assez explicite et elle montre tous les avantages. Vous trouvez dedans, quoi. Ah oui, c'est quand même, toujours un plaisir de voir que la technologie utilisés à bon escient, utilisés dans le secteur, dans tous les secteurs, parce que les archives c'est dans tous les secteurs, peuvent véritablement apporter un plus. Et je pense qu'il ne faut pas avoir du développement. Tout à fait. Voilà, il faudrait y aller. Donc pour ce qui est aussi de la numérisation, la présentation qui a été faite, effectivement je m'y retrouve, et elle montre à quel point les archives sont importantes et à quel point ce processus peut être très bénéfique à l'Afrique. Surtout le gain du temps. Ah oui, on gagne énormément de temps. Parce qu'il y a l'exemple où le dossier a été envoyé non traité, voilà, ou bien ne devait pas être imputé, retour comme il a dit, à la case départ, voilà, alors que si c'est numérisé, ben, l'intéressé a directement accès à cette grosse boîte qu'on l'appelle comment encore? C'est ce qu'on appelle un coffre-fort numérique. Ah, voilà. C'est ce qu'on appelle un coffre-fort numérique. Un coffre-fort numérique. Cela dit, vous savez, c'est une corvée, voire même une punition de demander à son archiviste ou à un employé d'aller chercher des archives. Vous savez, avec le fisc peut se lever un jour, demander à une banque, à une structure, à n'importe quelle structure, écoutez, j'ai besoin de telle information, de tel document. Alors, si une seule archive est mal rangée, elle est perdue. Donc, c'est véritablement la croix et la bannière, surtout pour récupérer certains documents. Mais avec ce système électronique-là, on les retrouve en moins de 5 secondes. Tout à fait. C'est de la magie, en fait. C'est la magie de la technologie qui permet cela. C'est comme ça que ça se passe. Voilà. Alors, peut-être on va parler de la numérisation, comment ça s'explique, comment ça se fait, quelle est la procédure? Bon, la procédure, c'est d'abord identifier. Il faut d'abord identifier les archives à numériser. Comme je vous l'ai dit, les archives, ce sont des documents qui ont une durée de vie. Et arrivé à un certain terme, ces documents peuvent ne pas être utiles pour la société ou pour la structure. Une fois qu'on a identifié les documents que nous voulons numériser, nous allons, ce qu'on appelle, implanter ces documents dans le processus de numérisation, le processus de dématérialisation. Donc, on va aller des documents vers ce qu'on appelle la solution logicielle. C'est la gestion électronique des données, c'est des logiciels comme des OCR, qui sont des logiciels de reconnaissance de caractère, qui peuvent même permettre, qui sont intelligents, sont des logiciels intelligents qui peuvent lire les écritures faites à la main. Ah ben super. Et les transcrire. Donc si par exemple je dois chercher un mot si j'ai par exemple 10 000 documents, et parmi un document là, il y a inscrit par exemple Canal Info News. Donc là, au lieu de rechercher traditionnellement avec les moyens traditionnels, je vais tout simplement mettre dans le moteur de recherche Canal Info News et tous les documents qui auront dans leur contenu Canal Info News vont sortir et vont revenir vers moi. Donc c'est comme ça que ça va se passer. Et on va rechercher et puis... on va rechercher à une vitesse phénoménale. Donc le gain de temps et puis la sécurité aussi. Vous savez, les nouvelles technologies font souvent peur. Ils se disent non mais c'est bon, des documents confidentiels et tout ça. La loi le permet. Depuis 2008, des documents signés électroniquement ont la même valeur juridique que les documents papier. Donc, il n'y a pas de personne n'a le droit
de le publier sans autorisation, ou de le sortir sans autorisation. Donc nous, personnellement, quand nous faisons nos prestations, il y a ce qu'on appelle un accord de confidentialité que nous signons avec nos clients. Nous nous engageons à ne point divulguer les informations trucs et avec tout ce qui va. Parce que vous avez des yeux rivés quand même sur des informations très importantes. Attention, monsieur Sow, vous êtes avec un journaliste, je vais vous tirer la main. Bien sûr, bien sûr, bien sûr. Ok, alors peut-être voir encore un autre sujet consacré à l'archivage et à la numérisation. L'archivage consiste à organiser, conserver, gérer et restituer tous les types de documents et supports d'information au sens large. La notion d'archive, synonyme de document papier pour beaucoup, intègre en réalité les supports photographiques, audiovisuels et informatiques, ainsi que les documents électroniques depuis quelques années. Elle intervient sur l'ensemble du cycle de vie des archives et réalise tous les traitements nécessaires à leur bonne gestion. Prise en charge, conditionnement, indexation avec restitution d'un inventaire au niveau de détail souhaité, conservation adaptée en fonction du support concerné, préparation et livraison des recherches, restitution dématérialisée et destruction en fin de cycle de vie. Recourir à l'expertise d'un prestataire, c'est assurer la mise en œuvre de moyens industriels et de compétences au service d'une politique d'archivage efficace, sûre et conforme aux normes et bonnes pratiques, et ce, à un coût optimal. C'est assurer également les bénéfices d'une solution globale, quels que soient les supports d'information et les besoins liés au contexte propre à chaque entreprise. Les process et infrastructures informatiques sont également étudiés afin de garantir un niveau de traçabilité et de confidentialité optimaux. Voilà, alors confidentialité, alors c'est un mot qui est revenu comme ça. Alors je pense que en fait toutes ces personnes qui travaillent dans ce secteur ont vraiment un droit de réserve très grand. Ouais. Même la technologie permet même de fermer la porte derrière, soi. C'est simple. Moi, je peux par exemple venir dans une institution qui me dit, écoutez, ces documents-là sont à risque, ou même si ces documents sont numérisés là, telle ou telle personne n'a pas le droit d'y accéder. Donc là, je mets en place un système de privilèges. Certains documents sont privilégiés ou ont des droits. Si je suis tel employé ou je suis dans tel poste, je n'ai pas le droit d'avoir accès à ces documents. Ça, c'est la première chose. La seconde chose, c'est que même si je numérise ces documents, j'ai la capacité de ne pas avoir le contenu du document. Donc, je numérise le document en étant sûr que le processus de numérisation est en train de se faire. Les capteurs logiciels s'assurent que le texte n'est pas à l'envers et qu'il est écrit à l'endroit. Et uniquement les personnes autorisées à avoir accès sur ça auront accès à ça. Donc, je suis même capable de numériser sans pour autant avoir accès à l'information. Mais ça, il faut vraiment être de bonne foi. Il faut ne pas être une personne très curieuse. Voilà, c'est surtout ça. Le problème, c'est que justement, les nouvelles technologies poussent à la curiosité. Effectivement. Bon, alors peut-être on va venir, bon, vous l'avez dit tantôt, tout le monde est intéressé, mais ici au Sénégal, quelles sont les structures justement qui sont susceptibles d'être intéressées par cette technologie? Au Sénégal, par exemple, la première structure qui doit être intéressée par ça, c'est effectivement l'État du Sénégal, particulièrement les administrations et surtout les États civils. Nous avons vu récemment qu'il y a eu certaines structures qui ont perdu énormément de documents. Effectivement. Déjà, que les gens se lèvent pour brûler une mairie et les archives, vraiment, c'est un manque de citoyenneté, de l'incivisme. Et comment le qualifier, on ne sait pas. C'est un suicide. Hein. C'est un suicide parce que c'est effacer une mémoire qui est là pour la collectivité. Je peux même me permettre de dire que c'est un génocide. Dans la mesure où le mot n'est pas trop fort. Voilà. Le mot n'est pas trop fort pour désigner ce qui se passe. Maintenant, bon, à part les administrations, les mairies, certaines banques, certaines sociétés d'assurance, et toutes les sociétés qui consomment énormément de papier, énormément de documents, les agences comptables, voilà, tout le monde a besoin des archives. Tout le monde a besoin de sécuriser ses archives, tout le monde a besoin de garantir ses archives. Tout à fait. C'est comme ça que ça se passe.
Alors, j'entends souvent la dématérialisation des chèques et tout ça. Comment ça se passe? Bon, pour la dématérialisation des chèques, il y a ce qu'on appelle des scanners de chèques. Oui. Ces scanners de chèques sont des scanners, comme on dit, mais qui ont un champ de vision limité par rapport au chèque. Donc, une fois qu'un chèque, par exemple, est scanné électroniquement, souvent ça se fait par l'eau, une fois que cela se fait, des codes barres, il y a des codes barres, des insignes qui sont sur le code, qui sont sur le chèque, qui orientent directement le chèque là où il doit aller. Donc, c'est très bien organisé, très précis, très concis. C'est une merveille de la technologie. Ça, Alors, le Sénégal est déjà à l'heure de cette numérisation, de cette dématérialisation. Vous savez, le Sénégal est en avance sur le plan technologique, il est en avance sur beaucoup de pays. Donc, on peut dire qu'il y a des choses qui sont en train de se faire, comme par exemple la grande bibliothèque de Touba, sous l'égide de Seydi Moustapha Diatara, qui est le conservateur, qui a eu à impulser cette idée de numérisation du patrimoine mouride à travers le Saint des Saints, comme j'aime l'appeler, la grande bibliothèque de Touba. Il y a aussi des sociétés, des banques, des sociétés qui commencent à le faire avec des sociétés étrangères, alors que la main-d'œuvre est là, le savoir est là. Pourquoi aller chercher ailleurs? Tant mieux pour le 19h-20h, voilà, n'est-ce pas? C'est surtout ça. Alors, d'où vous êtes venu cette initiative? Bon, cette initiative, comme je l'ai dit, est venue par l'impulsion juridique, d'abord de 2008. Cela m'a permis de je me suis dit, ah, enfin là, je ne vais plus avoir besoin de partir à l'étranger ou faire des choses. Je peux développer mon pays en étant sur place. Et c'était ça. Nous appartient. Ce pays nous appartient. Et puis c'est à nous de le construire. Personne ne viendra nous le construire. Le faire à notre place. D'accord. Ça, c'est sûr. Ouais. Alors, mesdames, messieurs, je vous rappelle que vous suivez toujours le 19h-20h. Je vous le disais, notre actualité aujourd'hui porte sur la numérisation et la dématérialisation des archives, sur l'élaboration de solutions systèmes de gestion électronique des données. Alors, pour nous en parler plus amplement, notre invité, monsieur Cheikh Ahmadou Bamba, juriste spécialiste des TIC. Voilà. Alors, peut-être un autre élément qui nous parle justement de fracture numérique. Eh bien, je pense qu'il l'a dit tantôt, le Sénégal quand même commence à combler ce gap. C'est juste un tout petit élément à voir. Nous avons le plaisir et l'honneur d'accueillir aujourd'hui le professeur Pascal Salin, qui va nous entretenir de la mondialisation et de la fracture numérique. Le problème de la fracture numérique est un problème qui est bien souvent évoqué, qui est à l'ordre du jour. Il est bien souvent considéré qu'à notre époque, l'accès aux techniques d'Internet, aux techniques informatiques, etc., est la clé du développement, par conséquent, la clé de la prospérité. Et donc, un certain nombre de personnes s'inquiètent du fait qu'il y aurait ce qu'on appelle donc une fracture numérique, c'est-à-dire que certains aient moins facilement accès à toutes ces techniques que d'autres, ce qui, là encore, pour certaines personnes, provoquerait un écart croissant, soit entre différentes catégories de personnes à l'intérieur d'un pays, soit entre différents pays. Les pauvres deviendraient de plus en plus pauvres, les riches deviendraient de plus en plus riches. Or, je crois qu'il faut, malgré tout, regarder cette question de manière plus avisée. Il faut peut-être d'abord avoir une vue plus optimiste des choses. Il est certain que les techniques modernes, les techniques de l'information, et en particulier Internet, sont, je crois, une chance considérable pour le développement des individus et des pays. Et nous sommes maintenant à une époque où il se passe cette chose extraordinaire que des petits producteurs ont à leur disposition le monde entier. Tout à fait. Eh bien, les avantages des nouvelles technologies. Le petit producteur avec son téléphone portable, eh bien, pour jauger le prix d'une marchandise, eh bien, qui se trouve à Tokyo. Et bien sûr, à travers des comparateurs, et voilà, c'est possible. Oui. Vous savez, la fracture numérique, comme il l'a si bien dit, elle peut se définir comme étant les disparités d'utilisation, d'usage et même de compétences par rapport aux nouvelles technologies. Tout à fait. Mais souvent, on se confronte à une idée reçue, on dit, non, écoutez, il y a d'autres priorités, la fracture numérique, ça peut attendre. C'est une erreur. Certains le pensent quand même. C'est une erreur. Moi, je vous dis, la fracture numérique n'est rien d'autre que le reflet des fractures sociales déjà existantes.
Car si nous arrivons à réduire le gap numérique, nous allons automatiquement arriver à réduire la pauvreté. Il y a des nouveaux métiers, il est même possible de former des gens très facilement, même à travers des langues nationales, parce que nous avons réussi à mettre ces schèmes-là, avec l'association Kairos, nous avons réussi à mettre cela en place. Cela consiste à former des jeunes, une grande quantité de jeunes, leur donner des outils, de leur permettre soit de faire payer des factures, soit de créer des cartes de visite, des cybertrucs, des services, des cyberservices, de nouveaux services. Mais c'est un marché qu'on doit exploiter à 100%. Donc les cyberservices ne vont pas disparaître encore. Absolument. Il y a encore beaucoup de choses à faire. Énormément. Vu surtout avec la vitesse de la technologie actuellement, il y a énormément de choses à faire. Et mes jeunes amis qui ont envie de fermer leur cyber... Oh, il ne faut surtout pas qu'ils le fassent. J'espère qu'ils le suivent. Il y a encore beaucoup de choses à faire. Et des sous à gagner, n'est-ce pas? Effectivement. Alors, M. So, on va revenir chez nous, justement, avec Daraï Kamil. Alors, justement, vous aviez dit tantôt que vous étiez en train de numériser, justement, la grande bibliothèque de Touba avec Daraï Kamil. Alors, qu'est-ce qui va changer, justement, à Daraï Kamil au terme de cette numérisation, de cette dématérialisation de ces nombreuses archives qui se trouvent à Touba? Bien sûr, vous savez que la communauté mouride, la communauté musulmane aussi en général au Sénégal est très attachée à l'écriture. Donc l'écriture déjà, même le caractère sacré des écrits est très important. Cela dit, ce qui va se passer à Touba, sous l'impulsion, parce que c'est Cheikh Ahmadou Bamba lui-même qui a eu à dire Kiramutu Khatouyedi. La traduction, c'est mes miracles sont mes écrits. Donc, le caractère sacré des écrits de Cheikh Ahmadou Bamba, les caractères sacrés des écrits coraniques et tout ça, voilà, sont à garder pour la postérité. Oui, parce que le Coran, c'est quand même plus de 14 siècles derrière. Donc, vous voyez, on a su préserver. Donc, maintenant, il faut divulguer. Bon, à Touba, on est confronté à certains problèmes, comme par exemple la transcription des Khassaïd. Oui. L'écriture des Khassaïd est compréhensible au Sénégal, en Afrique de l'Ouest et dans certains milieux très initiés. C'est du wolofal en quelque sorte. Bon, il y a du wolofal, mais on peut dire qu'il y a même des caractères que celui qui vient d'Arabie Saoudite ou du Yémen ne peut pas avoir, ne peut pas comprendre. Mais nous le partageons quand même en Afrique de l'Ouest. Nous le partageons en Afrique de l'Ouest, à Tombouctou, au Niger, dans beaucoup de pays. Okay. Et comme je vous l'ai dit, dans les cercles aussi initiés. Donc il y a un petit peu des initiés un peu partout. C'est-à-dire l'objectif, c'est de transcrire les Khassaïd vers un arabe contemporain, tout en conservant l'ancienne écriture, l'originalité. Parce que cette écriture aussi a un sens, une valeur mystique et une valeur littéraire. Donc c'est tout un patrimoine qu'il va falloir truc. On transcrit uniquement pour divulguer les écrits de chaque contemporain. Vulgariser, partager. Et même traduire. Oui, tout à fait. On a prévu de traduire ça en plus de 25 langues, dont le chinois, le mandarin, qui est la langue la plus parlée au monde, comme un truc, le coréen, le japonais. Donc il y a même présentement à Daraï Kamil, on a été face à Massalikul Jinan traduit en japonais, des textes scientifiques, des textes vraiment... Mais c'est un trésor, ce qu'il y a là-bas. Ça peut durer combien de temps, cette dématérialisation, cette numérisation des archives qui se trouvent à Touba? Bon, peut-être dans un an, peut-être on finira. Parce que vous savez, bon, Touba, c'est une communauté, mais vous savez, ça demande beaucoup de moyens, énormément de moyens. Et vous avez la bénédiction du Khalif. Nous avons la bénédiction du Khalif, nous avons la bénédiction du conservateur, c'est Moustapha Diatara, qui, lui, dès le début de son magistère, a dit, écoutez, il faut préserver cela, il faut protéger cela, il faut vulgariser cela. Donc quand le projet était là, il a... Quand le projet était là, c'est même lui, on peut même dire que c'est lui-même qui nous a sommés, voilà, un petit peu comme ça. Moustapha Diatara est vraiment une personne très à point sur les nouvelles technologies. Alors, bien sûr, vous avez une association de jeunes, Kairos, qui fait la promotion justement des TIC. Alors, qu'est-ce qui se cache derrière tout cela? Est-ce que vous le partagez avec tous ces jeunes, d'autant plus que vous avez dit que ça peut lutter contre le chômage des jeunes? Ah oui. Donc, avec Kairos aussi, bizarrement, 2008, c'est l'âge c'est l'année des Lumières, bon, on va dire. En 2008, nous avons créé une association qui s'appelle Kairos, qui avait pour but de faire la promotion des nouvelles technologies. Bon, le terme Kairos est un terme d'origine grecque qui désigne le moment opportun. Donc, c'est le moment opportun pour agir. C'est comme ça que ça se passe. Il faut le saisir, quoi. Il faut le saisir, effectivement. Il faut le saisir. C'est comme ça que ça se passe. Dans la mythologie grecque, c'est comme ça que ça se passe. Maintenant, on est là, donc on a voulu mettre ce concept au pied pour saisir le moment opportun, pour saisir
effectivement, cette opportunité qui est là, qui se présente à travers les nouvelles technologies. Parce qu'il y a une phobie maintenant de la technologie. Il y a des gens qui jurent de ne plus pas toucher à Internet ni de ne pas toucher, alors que aussi bien, autant qu'il y ait des dérives, il est possible de pallier. C'est comme conduire une voiture. C'est ça. Quand on dépasse les limites autorisées, on fait des dégâts. Droit dans le mur. N'est-ce pas? Voilà. Madame, monsieur, je vous rappelle que vous suivez le 19h-20h, votre magazine d'information sur la chaîne Tout Info, Canal Info News. Aujourd'hui, notre actualité, vous le devinez, porte sur les nouvelles technologies de l'information et de la communication, et particulièrement la numérisation et la dématérialisation des archives sur l'élaboration de systèmes de gestion électronique de données. Peut-être, Monty, eh bien, nous allons voir justement cet élément consacré à ce qu'on peut appeler numériser un document, peut-être pour replonger ces amis téléspectateurs eh bien, dans le tempo de notre sujet. Bonjour et bienvenue sur Tuto Titi, un petit tutoriel consacré à la numérisation de documents. Alors la numérisation, qu'est-ce que c'est? C'est de prendre un document physique que vous avez, le mettre dans votre scanner et de l'enregistrer au format informatique. Donc pour ça, c'est assez simple. Vous allez aller sur le bouton démarrer, en bas à gauche de votre écran. Vous cliquez dessus, vous allez sur tous les programmes, vous descendez sur accessoires. Ensuite, vous cliquez sur Paint. Paint, c'est ouvert sur votre écran. Vous allez ensuite sur Fichier, en haut à gauche. Vous descendez sur d'un scanner ou d'un appareil photo. Vous cliquez dessus. Et là, ici, vous avez cette fenêtre qui apparaît. Donc, vous pouvez faire une numérisation couleur, en photo avec des nuances de gris, en noir et blanc, ou des paramètres personnalisés. Donc, on va faire une aperçu avant de numériser. Donc, je clique sur Aperçu. Voilà. Mon scanner travaille. On voit la barre de progression. Voilà, le document s'affiche petit à petit. On attend un petit peu. Et mon document donc est numérisé. Enfin, pour l'aperçu. On va agrandir la zone de sélection, parce que le logiciel, lui, vous sélectionne ce qu'il voit en fait. Donc comme la page derrière, il n'y a rien, il sélectionne que la partie où il y a du texte. On voit donc qu'il n'y a pas de défaut, tout s'est bien passé. On numérise en cliquant sur numériser. Donc ici en bas de votre écran, vous pouvez voir une petite barre verte qui va progresser. C'est la numérisation du document qui est en travail. Donc c'est un petit peu long parce que c'est de la couleur. On va attendre encore un petit peu. Et voilà, on arrive au bout. Et mon document apparaît à l'écran. Donc là, le document est quand même relativement grand. On va faire un petit zoom en marche arrière. Vous allez sur Affichage en haut. Vous descendez sur Zoom, personnalisé, et on va le mettre en 25% pour avoir un document beaucoup plus petit. Vous voyez donc là mon document totalement à l'écran. Donc pour sauvegarder que cette partie-là où il y a du texte, on va sélectionner l'outil sélection. Vous cliquez dessus. Vous vous mettez à peu près à ce niveau-là, vous cliquez gauche et sans relâcher votre clic gauche, vous descendez de l'autre côté du document. Vous relâchez votre clic, vous allez ensuite sur Image et rogner pour éliminer le contour. Votre document est donc plus petit, vous avez donc sélectionné la partie à garder et pour l'enregistrer, vous faites Fichier, Enregistrer sous. Dans cette fenêtre, Windows se met dans Images, dans le dossier Images. Le nom du fichier qui est en bleu, vous pouvez donner n'importe quel nom. Donc là, je donne Tuto Titi. Et vous pouvez choisir le type de fichier. Alors le type de fichier, c'est l'extension. On va garder JPEG pour le tutoriel et vous faites Enregistrer. Notre document est donc enregistré. Pour le retrouver, vous allez sur le bouton Démarrer, sur Images, et vous pouvez voir que votre fichier est ici. Pour voir, vous faites un double clic dessus, et voilà, vous avez numérisé votre document, il est enregistré dans votre ordinateur.
Voilà, alors là, c'est pour les profanes comme moi, quoi. C'est le béaba, n'est-ce pas, monsieur Sow? Vous êtes bien modeste, monsieur Meledj. Bien modeste. Alors, c'est une démonstration de numérisation. Je pense que c'est très, très accessible. Eh bien, au-delà de ces grandes machines, de cette grande numérisation, ça, c'est le béaba. Bien sûr. Ça, on peut dire que la numérisation est à la portée de tout le monde, mais qu'il y a des niveaux et des degrés tout à fait, par rapport aux besoins et par rapport à la Mais j'aimerais bien que vous reveniez justement sur cette opportunité qui est offerte aux jeunes, au lieu d'aller dans les cyber, pour aller dans les sites plus ou moins interdits, ou bien, bon, pour d'autres choses, eh bien, cet avantage qu'ils ont de rentabiliser même les nouvelles technologies de l'information et de la communication. Vous savez, bon, je vais donner juste l'exemple d'un réseau social très connu, c'est Facebook. Mark Zuckerberg, bien sûr, en jeune, devenu multimilliardaire et tout ça, cela est possible ici en Afrique. Et il y a des compétences et des capacités ici en Afrique. Je peux avoir les ficelles là. on peut dire par exemple, il y a un chercheur togolais, d'origine togolaise, c'est ainsi qui a trouvé une alternative à la fibre optique, beaucoup moins chère. Donc c'est la connexion Wi-Fi, mais beaucoup moins chère, mais extraordinaire. Adapté à l'Afrique. Adapté à l'Afrique, adapté à nos réalités. Et ça, c'est ça qu'il se faut. L'Afrique est consommatrice de nouvelles technologies. Nous ne faisons que consommer. Cette époque est révolue. Cette époque doit être révolue, cette époque. On doit maintenant créer, innover, s'approprier ces nouvelles technologies-là. Comme je vous l'ai dit, avec Kairos, on a eu à mettre des applications en langue nationale pour apprendre à tel individu ou à tel individu comment utiliser un ordinateur, en CRR, en Manjak. C'est très intéressant. Mes amis serreurs doivent être contents, là. Ils sont aux anges, hein. Ils sont aux anges, bien Nafio, sûr. Et puis on clique, quoi. Et puis... Ça, c'est sûr, mais avec leur ils aiment beaucoup le tchéré, hein, les serrères. En plus, hein. Mais c'est comme ça que ça se passe. Oui. Il y a plein d'opportunités. À part cela, il y a des logiciels, comme par exemple, nous avons aussi avec Kassab, qui est un logiciel qui permet de payer ses factures à distance. Oui. Un jeune peut venir avec une caution minimale de 50 000, 100 000, qu'il peut se procurer avec les institutions de microfinance, se payer un petit ordinateur, une petite imprimante, payer une caution, et là, on pourra venir payer ses factures, par exemple, chez lui. Et lui, ça commence, mais pas très vulgarisé quand même. Ça commence, et puis c'est très rentable, Mais c'est extraordinaire, toutes les opportunités qu'on peut y avoir. Tu peux m'installer quelque chose chez moi, là? Bien sûr, bien sûr. Voilà, mesdames, messieurs, je vous rappelle que nous sommes avec notre invité, monsieur Sow, toujours sur notre actualité, les nouvelles technologies de la communication et de l'information, et particulièrement la numérisation et la dématérialisation. Ils n'ont pas attendu, c'est des groupes de jeunes qui se sont regroupés, qui se sont appropriés ces nouvelles technologies. Alors aujourd'hui, est-ce que votre association marche et quel est votre objectif? Notre objectif avec Kairos, c'est d'intégrer le système éducatif. Vous avez vu, nous venons d'une crise éducative très pénible. Hein? Oui, l'enseignement à distance, le learning, effectivement, de chez soi. De chez soi, c'est possible. Et même des interactions. Vous savez, vous avez été depuis longtemps en homme de radio. Pourquoi pas utiliser les médias traditionnels pour faire la promotion des nouvelles technologies? L'objectif de Kairos, c'est d'avoir une radio. Un média traditionnel qui va faire la promotion des nouvelles technologies. Mais à quand l'émission sur les nouvelles technologies pour Canal? Dès que vous voulez, je suis disponible. En tout cas, c'est ça, il faut une synergie, ouais. Il faut faire une alliance. Nouvelles technologies, c'est bon, mais il ne faut pas oublier les anciennes. Ouais. Les anciennes sont très utiles. Imaginez-vous, avec Kairos, la radio Kairos que nous sommes en train d'élaborer, les œuvres au programme seront lues, par exemple, à la radio à des heures. Ce sera une radio purement éducative, une radio qui va s'intéresser uniquement à l'éducation. L'éducation, avec les œuvres programmes, vers tout âge, à tout âge, du CI, de la maternelle même, à l'université, avec des conférences, avec des documents très solides et avec un site internet qui va souder le reste. Ouais. Imaginez une si longue lettre de Mariam Ba. Moi, à l'époque, je n'étais pas aussi paresseux que certains. Mais par exemple, on me dit, bon, écoutez, on me dit, aujourd'hui, ça passe à la radio, je dis, bon, à 20h, aujourd'hui, chapitre 2, chapitre 3 de Mariam Ba, lu par une très belle voix, sûrement la vôtre, merci. Lu par une très belle voix, qui va permettre à l'apprenant d'être dans le... Parce que même il va lire, peut-être en sourdine, mais la lecture qu'il va recevoir et le document qui est devant lui va lui permettre de développer des facultés encore beaucoup plus extraordinaires par rapport à ça. Tout à fait. Donc on veut mettre le doigt sur l'éducation, déjà. Oui. Ensuite, la formation. Former gratuitement des jeunes, leur donner des outils, leur donner des moyens de pouvoir assurer leur avenir,
très simplement, à travers les nouvelles technologies. Parce qu'il s'agit juste d'un échange de compétences. Au début, il y a 20 ans, 30 ans, il fallait être des rats de bibliothèque. Maintenant, il faut être devant son ordinateur et être rusé, avoir un discernement, prendre uniquement ce qui est nécessaire et ce qui est utile pour nous. L'essentiel, c'est bien sûr ça. Alors, dans ce cas, moi, je pense que c'est une très, très bonne œuvre. Est-ce que vous avez déjà déposé ces projets, les actions que vous avez menées avec votre association Kairos au niveau des autorités étatiques? Et quel appui également attendez-vous de l'État? Parce que donner gratuitement eh bien, cette formation et monter gratuitement cette radio éducative, bien sûr. Je pense que cela nécessite quand même un appui. Avec l'administration précédente, nous avons eu déjà à faire des pas, mais vu qu'il n'y a pas une certaine continuité pour le moment... l'administration, c'est une continuité, ne vous en faites pas, M. Sow. Donc on va accélérer les procédures, parce que ne serait-ce que la semaine passée, nous étions en réunion d'urgence par rapport à ça, parce que la demande est là. Les compétences sont là, les outils sont là, il va falloir juste qu'on les vulgarise. Il faut une mise en œuvre. Et il faut aussi que l'État s'approprie cela. Parce que nous sommes là, nous avons des compétences. Mais ça peut. Moi, des fois, je dis, en fait, l'État du Sénégal traîne un peu les pieds sur le e-learning, l'enseignement à distance. Eh bien, c'est une excellente chose, justement, pour résorber le gap. Bon, je pense qu'on n'aura plus des bacheliers qui ne sont pas inscrits, qui sortent dans la rue pour jeter des cailloux ou demander de chez eux. Ils ont les mêmes formations que ceux qui sont, eh bien, intramuros. Vous savez, c'est à nous, comme je vous l'ai dit. On est dans une... Parce que souvent, quand les jeunes vont sur Internet, ils vont pour consommer. Nous allons créer des logiciels didactiques. Nous allons créer des supports pédagogiques. Et nous avons même déjà créé, parce que bon, je n'aime pas trop parler. Nous avons créé des supports pédagogiques. Nous avons créé des schèmes. Par exemple, L'étranger de l'Albert Camus. Lu par Albert Camus, entièrement par Albert Camus. Donc, c'est un trésor. Vous prenez cela, des analyses. On est en train de voir avec l'École normale supérieure, prendre certains professeurs qu'on va mettre au devant de la scène, qui vont donner des cours, qui vont avoir des cours qui vont avoir des pages de cours sur Internet. Tel élève pourra se dire, bon, je veux voir tel professeur, il y a tel sujet que j'ai raté, il y a tel document d'histoire, les documentaires vont être disponibles d'un côté, les documents que nous allons nous-mêmes créer vont être disponibles. Cela va permettre à tous ceux qui sont sur cette page Internet, ou tous ceux qui sont sur ce réseau social, ou tous ceux qui sont dans cet environnement, de bénéficier à maximum de la technologie au service de l'éducation et du développement. Donc, vous ne croyez plus à ces jeunes étudiants non inscrits? Ah non, moi je pense qu'il faut pas avoir peur du développement, et qu'il faut d'ores et déjà mettre tout en œuvre pour aller vers le développement. Vous savez, il y a un problème quand même social, l'environnement social. On doit aller à l'université, avoir son sac, avoir ses documents. Bon, je pense que d'ici quelques années, quand même, les gens vont s'approprier ces nouvelles technologies, le e-learning. Mais on se réveille, on prend son café, et bien on choisit son heure de prendre son cours. On choisit son heure de cours, on choisit même celui qui va donner le cours. Il est possible de repasser, mais c'est extraordinaire. Franchement, c'est une opportunité qu'il faut saisir. Nous, en tout cas, nous n'allons pas attendre qu'on vienne vers nous pour que nous le fassions voir. Nous avons d'ores et déjà faire notre campagne. Et comme je vous l'ai dit, parce que l'objectif, tout le temps, quand on propose un service, on dit mais c'est combien? La numérisation, je peux faire payer. Il n'y a pas de souci. La dématérialisation, les sociétés, les banques. Mais pour ce qui est du développement de mon pays, pour ce qui est du développement des nouvelles technologies, là, je ne vais attendre personne pour cela. Et quitte à ce que je donne gratuitement, quitte à ce que nous donnions gratuitement, parce que c'est quand même un consortium, il y a Mam Gombombo, Aboubakri, on est là-dedans. J'espère que la prochaine fois, vous viendrez en groupe et puis on va échanger encore beaucoup. Et je pense que également cette fracture numérique, eh bien, si elle est cassée, si les gens s'approprient justement ces nouvelles technologies, ça préserve par exemple nos forêts dans le cadre de la dématérialisation, de la numérisation. On n'aura plus besoin de papier, sauf en cas de force majeure. Voilà. Alors cela ne fera que booster l'économie justement des pays d'Afrique et on va encore préserver la forêt de l'Afrique centrale qui est en train de partir. Malheureusement. Alors peut-être, je ne sais pas, c'est un sujet qui me tient à cœur. Je pense que vous l'avez dit tantôt, parfois ça effraie les nouvelles technologies. Si nous prenons l'histoire de ces jeunes qui ont eu cette histoire malheureuse d'avoir
à avoir leur image sur le net, je pense que là, ça effraie aussi. Je pense qu'il faut une base éducationnelle, seulement que les parents également sensibilisent, que vous, qui vous êtes appropriés les nouvelles technologies, sensibilisent justement les jeunes pour dire c'est parfait, c'est performant, mais attention, danger. Je vais faire passer un message aux jeunes. Oui, tout à fait. Je vais vous dire que les nouvelles technologies ne sont pas une malédiction. Et aussi aux parents. Les nouvelles technologies doivent être une opportunité. Les nouvelles technologies doivent permettre de réduire les disparités de connaissances, les disparités technologiques qui nous séparent de l'Occident. Je vous le dis, n'ayez pas peur des nouvelles technologies. Toutes vos craintes peuvent être palliées par les nouvelles technologies. Il y a des logiciels de surveillance, il y a des logiciels de sécurisation, il y a tous les moyens technologiques pour vous permettre de sécuriser votre famille, de sécuriser votre environnement et même vous de vous protéger. Alors n'hésitez pas, n'ayez pas peur des nouvelles technologies. L'Africain ne doit pas avoir peur du développement. Tout à fait. Voilà, merci. Eh bien, merci également pour ce conseil. Eh bien, nous le prendrons et nous le garderons bien ici à Canal. Alors, nos archives à Canal? Bon, dès que vous voulez. Voilà. Alors, notre archiviste maison est là, M. Youssou Grasse. Je pense qu'il prendra contact avec vous. Il n'y a pas de souci. Eh bien, ce sera le début d'une collaboration. Merci, M. Sow. À très bientôt. Mesdames, Messieurs, c'était notre 19h-20h. Je vous le disais, notre actualité a porté aujourd'hui sur la numérisation et la dématérialisation des archives, sur l'élaboration de solutions système gestion électronique des données, ou si vous voulez, une appropriation tout simplement des nouvelles technologies, de l'information et de la communication, eh bien, pour aller vers, pour combler le gap de cette fracture numérique. Vous avez entendu notre invité, certainement, il reviendra avec son association Kairos. En tout cas, nous leur souhaitons bonne continuation. Mesdames, Messieurs, c'est la fin de ce 19h-20h. À très bientôt et à la prochaine émission. Merci.